Chapitre 1. La fondation. Vincent Torres avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, impénétrable, conçue pour protéger l'essentiel. À 38 ans, il possédait 3 garages automobiles prospères à Denver. Chacun témoignait de sa transformation, passant d'un jeune homme en difficulté ayant appris à survivre dans la rue à un homme inspirant le respect par sa seule force de volonté. Ses mains, désormais calleuses à force de travail honnête, avaient connu différentes formes de violence. Ayant grandi en famille d'accueil après la mort de ses parents dans l'incendie de leur maison à l'âge de 12 ans, Vincent avait appris très tôt que le monde était impitoyable envers les faibles. À 16 ans, il travaillait avec une équipe spécialisée dans la résolution définitive des problèmes. Mais une accusation de meurtre évité de justesse à 19 ans l'avait remis sur les rails. Il avait canalisé son instinct impitoyable pour bâtir quelque chose de légitime. Pourtant, l'ancien Vincent n'était jamais vraiment mort. Il portait simplement un costume. Le soir où il avait rencontré Rebecca Hoffman lors d'un gala de charité il y a 5 ans, il pensait avoir trouvé la pièce manquante. Elle rayonnait d'une manière qui semblait authentique. Une infirmière pédiatrique au regard bienveillant et au rire capable d'illuminer une pièce. Ses cheveux blonds reflétaient les lumières de la salle de bal tandis qu'elle parlait avec passion d'aider les enfants, et Vincent était captivé par son apparente innocence. Ce qu'il ignorait, c'est que la douceur de Rebecca était aussi soigneusement construite que sa propre façade respectable. Derrière son sourire angélique se cachait une femme qui avait grandi dans un foyer où sa mère, Patricia Hoffman, lui avait appris que les hommes étaient des ressources à exploiter, et non des partenaires à aimer. Patricia, une ancienne reine de beauté devenue un divorce amer, avait élevé Rebecca avec un message clair, trouver l'homme le plus riche possible, puis tout prendre le moment venu. Le père de Rebecca, le docteur Raymond Hoffman, était un chirurgien plasticien qui avait perdu son droit d'exercer la médecine suite à un procès pour faute professionnelle impliquant le décès d'un patient, un détail que Rebecca avait soigneusement caché à Vincent. Raymond travaillait désormais comme consultant pour des avocats spécialisés en faute professionnelle médicale, nourrissant un profond ressentiment envers des hommes prospères comme Vincent, qui lui rappelaient ce qu'il avait perdu. Les Hoffman avaient immédiatement vu en Vincent leur porte-bonheur. Ses affaires prospéraient. Sa réputation était solide. Et surtout, il semblait sincèrement dévoué à Rebecca. Après une cour fulgurante, ils se marièrent, ce que Vincent considérait comme le plus beau jour de sa vie. Leur fille, Emma, naquit 3 ans plus tard. Une belle enfant avec les boucles blondes de Rebecca et le menton déterminé de Vincent. Vincent l'adorait profondément, sans se douter que Rebecca voyait l'enfant avant tout comme une assurance. Une autre chaîne pour lier Vincent à leur mariage et garantir un gain financier maximal une fois leur plan réalisé. Mais Rebecca sous-estimait un détail crucial concernant son mari. L'amour de Vincent s'accompagnait d'un contrat tacite, une loyauté absolue en échange d'une protection absolue. Il mourait pour ceux qu'il aimait, mais la trahison était un péché impardonnable qui réveillait l'homme dangereux qu'il avait tant travaillé à enterrer. Le plan des Hoffman était élégant dans sa simplicité. Ils allaient peu à peu présenter Vincent comme un père indigne et un mari instable, construisant un dossier pour que Rebecca obtienne la garde exclusive d'Emma et réclame la majorité de ses biens en cas de divorce. Patricia avait des contacts au tribunal des affaires familiales grâce à son club de lecture, dont faisait partie l'épouse de la juge Ella Morrison. Les contacts juridiques de Raymond lui ont permis de comprendre comment documenter le prétendu déclin mental de Vincent. Leur campagne a débuté discrètement. Rebecca a commencé à suivre des séances de thérapie, créant une trace écrite des violences verbales et du comportement erratique présumé de Vincent. Tout cela était soigneusement fictif, mais documenté avec professionnalisme. Elle a enregistré des conversations hors contexte. Elle a photographié des dommages mineurs à la maison, qu'elle attribuait aux colères de Vincent, et a progressivement empoisonné la relation d'Emma avec son père en disant à l'enfant que son père était malade et qu'il pourrait leur faire du mal. Vincent a remarqué que Rebecca devenait distante, mais l'a attribué au stress professionnel. Il ignorait que sa femme détruisait méthodiquement leur vie commune, prévoyant de lui prendre tout ce qu'il avait construit et de le laisser sans rien. L'occasion idéale s'est présentée lorsque Vincent a annoncé qu'il se rendait à Colorado Springs pour chercher un 4e emplacement potentiel pour son magasin. Rebecca saisit l'occasion d'accélérer leur chronologie. Chapitre 2, la mise en place. La matinée du 15 mars commença comme toutes les autres. Vincent embrassa Rebecca au revoir, la serra fort dans ses bras et lui promit de lui rapporter une surprise de son voyage. Il ignorait que Rebecca avait passé la soirée précédente à faire des préparatifs très différents. À 8 heures, Rebecca appela son père. Il venait de partir pour Colorado Springs. Il était temps.
Les connaissances médicales de Raymond s'avérèrent cruciales pour leur plan. Il fournit à Rebecca une petite fiole de kétamine, suffisante pour neutraliser quelqu'un sans le tuer, mais suffisante pour provoquer un grave accident. Rebecca en glissait de petites doses dans le café de Vincent depuis des semaines, le rendant parfois somnolent et distrait, préparant le terrain pour leur récit de son instabilité mentale. Mais la dose d'aujourd'hui serait différente. Rebecca avait calculé précisément la dose nécessaire pour faire perdre le contrôle de son véhicule à Vincent à un endroit précis, un tronçon d'autoroute sinueux et accidentogène, où un accident semblerait tout à fait naturel. Elle avait suivi Vincent dans sa propre voiture, se tenant suffisamment à l'écart pour éviter d'être repérée. Lorsqu'elle le vit s'arrêter sur une aire de repos, ressentant les effets de la drogue, elle comprit que le moment était venu. Utilisant un téléphone jetable, elle appela le 911. « Je crois que je viens de voir un homme forcer une autre voiture à quitter la route près du kilomètre 47, rapporta TL en masquant sa voix. La voiture percutée dévala le talus. Il faut envoyer des secours immédiatement. Cet appel la positionnerait comme témoin inquiet tout en lui fournissant un alibi pour sa présence dans les environs. Elle avait déjà jeté la fiole de kétamine dans une benne à des kilomètres de là. Le camion de Vincent fit 3 tonneaux avant de percuter un bosquet de pins. L'impact fut dévastateur. Côte cassée, poumons perforés, grave traumatisme crânien. Lorsque les ambulanciers le trouvèrent, il était inconscient et respirait à peine. Rebecca arriva à l'hôpital quelques heures plus tard, jouant à la perfection le rôle de l'épouse dévastée. Elle pleura dans la salle d'attente, accepta le réconfort des infirmières et fit tout ce qu'il fallait pour espérer et prier pour le rétablissement de son mari. Mais en son fort intérieur, elle calculait. Le médecin avait dit que Vincent pourrait ne jamais se réveiller, et que s'il se réveillait, il pourrait subir des lésions cérébrales permanentes. Les deux scénarios fonctionnaient parfaitement. Un état végétatif chez Vincent serait encore plus facile à contrôler qu'un état mort et garantirait un accès continu à ses actifs commerciaux grâce à une procuration. Patricia et Raymond arrivèrent ce soir-là, tous deux arborant un masque d'inquiétude qui trompa tout le monde, sauf leur fille, qui reconnut la satisfaction froide dans leurs yeux. Ils réussirent. Vincent Torres, l'homme qui n'avait jamais montré de faiblesse à personne, gisait impuissant dans un lit de soins intensifs tandis qu'il s'apprêtait à démanteler tout ce qu'il avait construit. Le docteur Sarah Martinez, médecin traitant de Vincent, se montrait prudemment optimiste quant à ses chances de guérison, mais prévenait que les lésions cérébrales étaient imprévisibles. Les prochaines 48 heures sont cruciales, expliqua-t-elle à Rebecca. S'il se réveille, nous en saurons plus sur les dommages cognitifs potentiels. Rebecca acquiesça en larmes, jouant son rôle, tout en espérant secrètement que Vincent resterait inconscient assez longtemps pour qu'ils puissent mener à bien leur démarche juridique. Patricia avait déjà contacté leur ami du tribunal des affaires familiales afin d'accélérer la procédure de garde compte tenu de l'état de Vincent, tandis que Raymond cherchait comment obtenir une procuration médicale pour un conjoint inapte. Ils ignoraient que l'instinct de survie endurci de Vincent s'éveillait déjà sous les moniteurs médicaux et les 4 tubes. L'homme qui avait appris à se battre pour sa vie dans des foyers d'accueil et des ruelles n'allait pas se laisser abattre facilement, même si ses ennemis pensaient avoir toutes les cartes en main. Les Hoffman fêtèrent leur victoire en silence ce soir-là, dînant chez Patricia, trinquant à leur succès avec un vin onéreux. Emma était assise dans la pièce voisine, confuse et effrayée pour son père, tandis que les adultes censés protéger sa famille planifiaient sa destruction. La phase 2 commence demain, déclara Patricia en levant son verre. D'ici la fin du mois, tout ce qu'il possède sera à nous, et ce salaud sera mort ou voudra l'être. Ils ne pouvaient pas se douter que leur cible neutralisée commençait déjà à s'agiter. L'esprit vif et la mémoire intacte, prêts à découvrir l'ampleur de leur trahison. Chapitre 3. Le réveil. La conscience de Vincent revint comme de l'eau, s'infiltrant à travers les fissures du béton. Lentement, puis d'un coup, il prit conscience du bip continu des moniteurs, de l'odeur antiseptique de l'hôpital et de la douleur sourde qui irradiait dans tout son corps. Mais il gardait une respiration régulière et les yeux fermés, un instinct de survie aiguisé par des années de situations dangereuses où montrer sa faiblesse signifiait la mort. À travers le brouillard des médicaments, il entendit des voix familières près de son lit. La voix de Rebecca, mais dénuée de sa chaleur, se souvint-il. « Tout se déroule comme prévu », dit-elle avec une satisfaction qui le glaça jusqu'aux os. Le rire de sa belle-mère suivit, sec et prédateur. Il est trop inconscient pour le remarquer. Le sang de Vincent se glaça tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. L'éloignement récent de Rebecca, sa fatigue croissante, les subtils changements dans sa façon de parler de lui à Emma, ce n'était ni le stress ni l'imagination.
C'était délibéré. Il luttait pour contrôler sa respiration tandis que la fureur montait dans sa poitrine comme de l'acier en fusion. Ces gens avaient tenté de le tuer, non content de simplement partir. Ils avaient tenté de le tuer et se tenaient maintenant au-dessus de son lit d'hôpital, célébrant leur succès. L'ancien Vincent, celui qui avait appris que la clémence était un luxe que les faibles ne pouvaient s'offrir. Ça s'agitait au plus profond de son esprit comme un prédateur en hibernation flairant une proie. Les avocats disent que nous pouvons avoir les papiers de la procuration près d'ici vendredi. Patricia poursuivit, une fois que ce sera fait, nous pourrons commencer à liquider ses biens. Les boutiques à elles seules devraient rapporter près de 2 millions. Lors de l'audience de garde, la voix de Raymond se mêla à la conversation, tout aussi froide et calculatrice. L'épouse du juge Morrison m'a assuré que c'était une formalité, répondit Rebecca. Avec Vincent frappé d'incapacité et les documents que nous avons accumulés sur son instabilité, j'aurai la garde exclusive d'ici 1 mois. Emma n'aura plus jamais à le revoir. Les mains de Vincent se crispèrent presque imperceptiblement sous la couverture de l'hôpital. Il ne volait pas seulement son argent. Il volait sa fille. L'enfant à qui il avait tant aimé lire des histoires avant de s'endormir tous les soirs. Lui avait appris à faire du vélo dans leur allée. Il projetait de l'effacer complètement de sa vie. Le bruit de petits pas interrompit ses pensées meurtrières. « Maman », la voix d'Emma, incertaine et effrayée. « Papa va bien ?»« Vas-y, ma puce. » Le ton de Rebecca changea instantanément, devenant la mère bienveillante dont Vincent était tombé amoureux. « Papa est très malade, mais tu te souviens de ce dont on a parlé ? Parfois, les gens sont tellement malades qu'ils ne peuvent plus rentrer à la maison. J'ai amené l'agent Kelly comme tu l'as demandé, dit doucement Emma. Vincent faillit ouvrir les yeux d'un coup. Un agent ? Pourquoi Rebecca aurait-elle besoin de la police ici, à part Madame Torres ? Une voix d'homme, officielle et professionnelle. Je suis l'agent Daniel Kelly. Tu as dit que tu devais discuter de certaines inquiétudes concernant le comportement de ton mari avant l'accident. La dernière pièce de leur plan s'est cristallisée dans l'esprit de Vincent. Ils n'allaient pas tout prendre. Ils allaient détruire sa réputation, le faire passer pour un agresseur, un père indigne, et peut-être même suggérer qu'il était responsable de son propre accident. « Merci d'être venu, agent Kelly », dit Rebecca, la voix tremblante de vulnérabilité. J'étais si inquiète de parler, mais après ce qui est arrivé à Vincent, je réalise que je ne peux plus me taire. Pour la sécurité d'Emma, Vincent en avait assez entendu. Alors qu'ils orientaient leur conversation vers le couloir, soi-disant pour épargner à Emma des choses difficiles, il commença à planifier. Non pas la planification émotionnelle et réactive d'un mari de troupeau, mais la planification froide et méthodique d'un homme qui avait autrefois fait disparaître des personnes dangereuses sans laisser de traces. Ils le pensèrent inconscient, impuissant à leur merci. Ils ignoraient qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui n'avait jamais perdu un combat alors que tout était en jeu. Pendant les heures qui suivirent, Vincent resta parfaitement immobile, écoutant chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque plan murmuré. Il apprit l'histoire du café narcotique, les preuves d'abus mises en scène, la corruption des fonctionnaires de justice. Il mémorisa les noms, les chronologies et les détails. Le docteur Martinez prenait régulièrement de ses nouvelles. Et lors d'une visite nocturne, alors qu'elle était seule, Vincent fit son premier geste prudent. « Un docteur » murmura-t-il d'une voix à peine audible. Elle sursauta, puis se rapprocha rapidement. « Monsieur Torres, m'entendez-vous, s'il vous plaît » souffla-t-il d'une voix faible, mais pressante. « Ne leur dites pas que je suis réveillé. Ma femme n'est pas celle que vous croyez. » Le docteur Martinez fronça les sourcils et vérifia ses moniteurs. « Monsieur Torres, vous avez subi un grave traumatisme crânien. Il est courant d'être confus, voire paranoïaque. » « Écoutez-moi, » interrompit Vincent, la voix de plus en plus forte. « Ma femme m'a drogué. Ce n'était pas un accident. Si vous lui dites que je suis conscient, elle trouvera un moyen de terminer ce qu'elle a commencé. » Quelque chose dans son ton fit s'arrêter le médecin. Elle avait vu suffisamment de cas de violence conjugale pour reconnaître une peur réelle. Et malgré sa formation médicale qui lui disait qu'il pouvait s'agir d'une paranoïa liée à une lésion cérébrale, son instinct lui disait le contraire. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle doucement. « Gardez cela entre nous pour l'instant. Laissez-moi rassembler des forces et des preuves. Pouvez-vous le faire ?» Le docteur Martinez regarda les dossiers de Vincent, puis de nouveau son regard alerte et calculateur.
Ce n'était pas le discours confus d'un patient atteint d'une lésion cérébrale. C'était la lucidité d'un homme qui avait découvert quelque chose de terrible. « Je peux vous laisser un peu de temps », acquiesça-t-elle. « Mais si votre état se détériore ou si je pense que vous êtes en danger, je devrais agir. » Compris. Et docteur, merci. En partant, Vincent s'autorisa sa première émotion sincère depuis son réveil. Un sourire glacial qui aurait terrifié quiconque en aurait compris la signification. Les Hoffman pensaient qu'ils jouaient aux échecs avec un imbécile. Ils allaient apprendre qu'ils s'étaient assis en face d'un grand maître. Chapitre 4. Recueillir des renseignements. Le docteur Martinez se révéla une alliée précieuse. Pendant les 3 jours suivants, elle maintint la fiction selon laquelle Vincent était resté inconscient tout en surveillant secrètement sa convalescence. Son corps guérissait plus vite que prévu. La même ténacité qui l'avait aidé à survivre au placement en famille d'accueil lui était désormais précieuse. Pendant les heures de visite, Vincent écouta sa famille lui révéler davantage de détails sur leur plan. Rebecca le droguait effectivement depuis des semaines, mais pas seulement avec de la kétamine. Raymond lui avait administré un cocktail de médicaments conçus pour provoquer des troubles de la mémoire, des sautes d'humeur et une désorientation. Autant de symptômes qui corroboraient leur récit d'instabilité mentale. Le plus beau, expliqua Raymond à Patricia lors d'une de leurs veillées à son chevet, c'est que même s'il survit, la lésion cérébrale persistera. Tout cela, combiné à ses antécédents de drogue, le fera paraître peu fiable. Aucun tribunal ne croira ce qu'il dit. Ils ont été minutieux. Vincent a dû admettre qu'ils avaient pensé à tout, sauf à la possibilité que leur cible soit éveillée et à l'écoute. Emma lui rendait visite quotidiennement, généralement avec Rebecca, et ces moments étaient les plus difficiles pour Vincent. Sa fille lui tenait la main et lui murmurait des histoires sur l'école, sur le manque qu'il lui avait causé, sur le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde semblait si triste. Rebecca observait avec une inquiétude apparemment maternelle, mais Vincent pouvait maintenant lire la réflexion dans son regard. « Papa, j'ai fait un cauchemar », murmura Emma lors d'une visite, alors que Rebecca sortait pour parler à Patricia. « J'ai rêvé que tu étais parti et que tu ne revenais jamais. Et maman disait que c'était parce que tu ne m'aimais plus. » Le cœur de Vincent se brisa. Ils empoisonnaient déjà sa fille contre lui, la faisant douter de son amour, alors même qu'il gisait impuissant dans un lit d'hôpital. La cruauté de la situation était à couper le souffle. Cette nuit-là, le docteur Martinez lui annonça une nouvelle qui changea tout. « J'ai fait des recherches », dit-elle doucement. Elle vérifiait qu'ils étaient seuls. « Votre femme vous a posé des questions très précises sur votre pronostic, notamment sur vos fonctions cognitives et votre invalidité de longue durée. Elle a également contacté un avocat spécialisé dans les procurations médicales. » « Quel genre de questions ?» demanda Vincent, même s'il se doutait qu'il le savait déjà. « Seriez-vous capable de gérer vos affaires à votre réveil ? Prévoyez-vous des pertes de mémoire permanentes ou des changements de personnalité ? » Elle semblait très intéressée par la possibilité d'une tutelle légale. Vincent hocha la tête d'un air sombre. « Elle envisage de me faire déclarer inapte. »« Quoi d'autre ? » ?»« J'ai également effectué des analyses sanguines sur des échantillons prélevés à votre arrivée. »« Vincent, vous aviez suffisamment de kétamine dans votre organisme pour neutraliser un cheval. Personne n'en prend autant par accident. » La confirmation de ce qu'il savait déjà a quand même fait l'effet d'un choc. « Pouvez-vous le prouver ? » Les taux sont consignés dans votre dossier médical, mais la kétamine se métabolise rapidement. Si quelqu'un voulait prétendre qu'elle a été administrée à l'hôpital pour des raisons médicales, il serait difficile de prouver le contraire après tout ce temps. Vincent resta silencieux un long moment, réfléchissant. Puis il demanda, « Docteur, j'ai besoin d'un service. Pouvez-vous m'aider à passer quelques coups de fil sans que personne ne le sache ?» Le docteur Martinez hésita. « Quel genre d'appel ? » J'ai besoin de contacter de vieux amis, des gens qui peuvent m'aider à enquêter sur les antécédents de ma femme et de sa famille. Vincent, si vous envisagez de faire quelque chose d'illégal, rien d'illégal, lui assura-t-il, ce qui était techniquement vrai. Les aspects illégaux viendraient plus tard. J'ai juste besoin d'informations. Savoir, c'est pouvoir, et pour l'instant, ils ont tout le pouvoir parse. Qu'ils me croient impuissant. Après réflexion, le docteur Martinez accepta d'aider, comprenant que Vincent avait besoin d'alliés s'il voulait survivre au plan de sa famille. Le premier appel de Vincent fut adressé à Tony Castellano, un détective privé qu'il connaissait depuis ses années dans la rue. Tony était devenu légal à peu près au même moment,
mais il avait encore des contacts dans les bas-fonds de la pègre de Denver. Seigneur, Vincent, la voix de Tony grésilla dans le téléphone que le docteur Martinez avait fait passer en douce. J'ai entendu parler de l'accident. Comment vous en sortez-vous? Mieux que ma famille ne le pense, répondit prudemment Vincent. Tony, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur certaines personnes pour moi. Vérifications approfondies des antécédents, des dossiers financiers, des antécédents criminels, tout ce que tu peux trouver. Il donna les noms à Tony. Rebecca, Patricia, Raymond, et même l'avocat et le juge dont Rebecca avait parlé. J'ai aussi besoin de les surveiller. Je veux savoir où ils vont, qui ils rencontrent, ce qu'ils préparent. Ça a l'air personnel, mec. Que se passe-t-il? Ils ont essayé de me tuer, Tony. Et maintenant, ils s'en prennent à ma fille. La ligne resta silencieuse un instant. Tony ne connaissait pas Vincent depuis assez longtemps pour comprendre ce que cela signifiait. J'aurai les premières informations demain. Bilan complet d'ici la fin de la semaine. Et Tony, il faut que ça reste secret. Pour autant que l'on sache, je suis toujours inconscient. Compris. Vincent, quoi que tu prépares, tu sais que je suis là si tu as besoin de renfort. Vincent sourit froidement. Je pourrais te suivre. Son deuxième appel fut pour Miguel Santos, qui possédait une entreprise de sécurité prospère, mais avait été le partenaire de Vincent dans leur bande d'adolescents. Miguel était spécialisé dans la surveillance électronique et entretenait des relations avec des personnes susceptibles de mener la vie dure aux ennemis de Vincent. Miguel, j'ai besoin d'yeux et d'oreilles pour surveiller certaines personnes. Peux-tu mettre en place une surveillance à leur insu? C'est fait. Quelle est la situation? Expliqua Vincent, et la réponse de Miguel fut immédiate et violente. Ces gens essaient de te tuer, Vincent. Un mot suffit et ils disparaissent. Pas encore, prévint Vincent. Mais j'aurai peut-être besoin de cette option plus tard. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'informations et de preuves. Tu as tout compris. Je ferai installer des caméras et des micros dans les 24 heures. Son dernier appel fut adressé à l'inspectrice Lisa Crawford, l'une des rares policières honnêtes avec lesquelles il avait entretenu une relation au fil des ans. Lisa avait joué un rôle déterminant dans la transition de Vincent vers une vie professionnelle légale et elle lui devait plusieurs services. Lisa, j'ai une question confidentielle à te poser. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait faire accuser une personne inconsciente de violence conjugale, comment s'y prendrait-il? Vincent, que diable se passe-t-il? Tu as des ennuis? Il expliqua la situation et l'instinct policier de Lisa se réveilla immédiatement. Ils établissent une trace écrite. Elle a confirmé les dossiers thérapeutiques, les rapports de police, les déclarations des témoins. Si c'est bien fait, c'est presque impossible de se défendre, surtout si l'accusé ne peut pas se défendre. Que faudrait-il pour prouver que c'était fabriqué? Des preuves contradictoires, la preuve que les témoins ont menti ou ont été contraints, des liens financiers entre les accusateurs, où elle marqua une pause. Où on pourrait les surprendre en flagrant délit de fabrication de preuves. Intéressant. Songea Vincent. Lisa, j'aurai peut-être bientôt besoin de ton aide. Officiellement, promets-moi juste de ne rien faire de stupide. Vincent faillit rire. Tout ce qu'il préparait était stupide, dangereux et probablement illégal. Mais ses ennemis avaient commis une erreur fatale. Ils l'avaient laissé en vie. Tandis que le docteur Martinez l'aidait à mettre fin aux appels et à cacher le téléphone, Vincent ressentit le calme familier qui avait toujours précédé ces moments les plus dangereux. L'ancien Vincent était pleinement réveillé maintenant, et les Hoffman allaient apprendre pourquoi la clémence était un luxe qu'il n'avait jamais pu s'offrir. Chapitre 5, les titans du web. Le rapport préliminaire de Tony arriva plus vite que prévu, remis par le docteur Martinez, qui avait accepté de servir de canal de communication secret à Vincent. Ce qui lut le glaça, non pas de peur, mais de rage cristalline. Les Hoffman avaient déjà fait ça. Le premier mari de Rebecca, Michael Brennan, était mort dans un accident de voiture suspect 4 ans avant sa rencontre avec Vincent. Le rapport de police faisait état d'une défaillance des freins sur une route de montagne, mais Tony avait découvert quelque chose que l'enquête initiale avait manqué. Rebecca avait souscrit une importante assurance vie sur Michael 6 mois seulement avant sa mort. Plus accablant encore fut ce qui se produisit ensuite. Rebecca avait hérité de l'entreprise de paysagisme prospère de Michael, que Patricia et Raymond avaient systématiquement démantelé et vendu en un an. L'argent avait financé leur train de vie confortable et les ennuis juridiques de Raymond.
Ce n'est pas tout, dit doucement le docteur Martinez en lisant les notes de Tony. Votre femme était mariée à quelqu'un d'autre avant Michael Thomas Reed, un entrepreneur du Wyoming. Il a disparu lors d'un voyage en camping 3 ans après leur mariage. Le corps n'a jamais été retrouvé, mais Rebecca a tout hérité grâce à un testament étrangement opportun. Vincent fixait le plafond, assimilant l'information. Sa femme n'était pas seulement infidèle. C'était une tueuse en série. Et Emma, sa précieuse fille, vivait avec ces monstres. La surveillance installée par Miguel portait déjà ses fruits. Des enregistrements audio de la maison des Hoffman révélaient leurs plans avec une clarté effrayante. Le rétablissement de Vincent est trop lent. La voix de Patricia résonnait dans le microphone caché de son salon. Il faut accélérer les choses. Les médecins disent qu'il pourrait bientôt se réveiller, répondit Rebecca, la voix tendue. S'il se réveille, tout s'écroule. Pas nécessairement, intervint Raymond. J'ai encore des contacts médicaux. Si Vincent fait une rechute, une nouvelle hémorragie cérébrale, ce serait peut-être malheureux, mais pas inattendu. Les mains de Vincent se crispèrent tandis qu'il les écoutait planifier son meurtre sur le ton désinvolte de ceux qui discutent d'un dîner. Et Emma, demanda Rebecca. Elle a posé trop de questions sur le retour de papa. On s'occupera d'Emma, dit Patricia froidement. Les enfants sont résilients. Elle finira par l'oublier. Ce soir-là, Emma rendit visite à Rebecca comme d'habitude, mais cette fois, Vincent était prêt. Le docteur Martinez l'avait équipé d'un minuscule enregistreur capable d'enregistrer les conversations même lorsqu'il semblait inconscient. « Maman », dit doucement Emma en tenant la main de Vincent. « Madame Rodriguez à l'école dit que lorsque des gens sont blessés dans des accidents de voiture, ce n'est parfois pas vraiment un accident. » Elle ajoute, « Parfois, les méchants blessent les gentils volontairement. » Vincent sentit les petits doigts de sa fille se resserrer autour des siens et son cœur se brisa à la peur dans sa voix. « Oh, ma chérie, » répondit Rebecca d'un ton soigneusement contrôlé. « Madame Rodriguez ne devrait pas te remplir la tête d'histoires effrayantes. L'accident de papa n'était que ça, un accident. Parfois, ce sont des choses qui arrivent, tout simplement. Mais j'entendais grand-mère Pat et grand-père Ray parler. » Emma continua, son honnêteté de 6 ans tranchant les mensonges de Rebecca. Ils parlèrent de faire partir papa pour toujours. Que voulait-il dire? Le silence qui suivit fut électrique. Vincent sentit la tension de Rebecca dans l'air. « Emma, tu as du mal comprendre, » dit finalement Rebecca. « Grand-mère et grand-père aiment beaucoup papa. Ils s'inquiètent juste pour lui, comme nous tous. »« Je veux parler à papa, » insista Emma. « Même s'il dort, je veux lui dire que je l'aime. »« Bien sûr, ma puce. Dis-lui ce que tu veux. » Emma se pencha vers l'oreille de Vincent, son souffle chaud lui chatouillant la peau. « Papa, je sais que tu m'entends. Maman pense que je ne comprends pas, mais moi si. J'ai peur. Papa, je ne veux pas qu'il te fasse partir. S'il te plaît, réveille-toi vite. » Vincent dut faire preuve de toute sa maîtrise de soi pour ne pas ouvrir les yeux et prendre sa fille dans ses bras. Au lieu de cela, il lui serra légèrement la main, juste assez pour qu'elle la sente, mais assez subtilement pour que Rebecca le remarque. Emma haleta doucement. « Maman, je crois que papa m'a serré la main. »« C'est juste ton imagination, ma chérie, » dit Rebecca rapidement. « Viens. Les heures de visite sont presque terminées. » En partant, Vincent entendit Emma murmurer, « Je l'ai senti, papa. Je sais que tu es là. » Le lendemain matin, l'inspectrice Crawford annonça des nouvelles accablantes. Elle avait enquêté discrètement sur l'agent Kelly. Le policier que Rebecca avait amené pour établir un rapport de police. « Vincent, ce type est corrompu », rapporta Lisa lors d'un appel téléphonique soigneusement arrangé. Il perçoit de l'argent d'avocats spécialisés en divorce depuis des années, créant de faux rapports de violence conjugale pour des affaires de garde d'enfants. Je ne peux pas le prouver officiellement sans vous faire voler votre couverture, mais j'en ai assez pour savoir qu'il est compromis. Et le juge, demanda Vincent. La juge Morrison est clean, mais sa femme dirige un club de lecture qui est en fait un cercle de commérage de la haute société. Patricia Hoffman leur racontait des histoires sur vos prétendus abus depuis des mois, empoisonnant le puits avant même le début de toute procédure officielle. Vincent assimila ces informations, les ajoutant à sa compréhension croissante de la minutie avec laquelle les Hoffman avaient planifié sa destruction. Ils n'avaient rien laissé au hasard, corrompant tous les systèmes susceptibles de le protéger. Mais ils commettirent une erreur cruciale.
Ils supposèrent que Vincent Torres, homme d'affaires prospère et père dévoué, était tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Ils ignoraient tout de l'homme dangereux qu'il avait été auparavant, ni des capacités mortelles auxquelles il pouvait encore accéder lorsque tout ce qu'il aimait était menacé. Ce soir-là, Miguel appela avec une mise à jour qui changea tout. « Vincent, il faut que tu entendes ça. » La voix de Miguel était tendue par l'urgence. « Nous les avons surpris en train de planifier ton meurtre. Ça a lieu demain soir. » L'enregistrement était d'une clarté cristalline. Raymond expliquant comment accéder au stockage de médicaments de l'hôpital. Patricia fournissant des alibis et Rebecca acceptant d'être présente lorsque l'état de Vincent s'aggravera. Il prévoit de t'injecter du chlorure de potassium. Miguel poursuivit. Ça va arrêter ton cœur et, compte tenu de tes blessures, cela ressemblera à des complications naturelles. Vincent ferma les yeux, sentant le calme glacial familier l'envahir. Le temps des renseignements était révolu. Demain soir, les Hoffman viendraient achever ce qu'ils avaient commencé. Ils ignoraient que leur victime serait prête à les recevoir. Miguel, dit Vincent doucement. Tu te souviens de ce que tu as proposé de faire disparaître les gens? Bien sûr, j'aurai peut-être besoin de cette option, mais je veux d'abord qu'ils souffrent. Tous? De quoi as-tu besoin? Vincent sourit, et c'était cette expression froide et prédatrice qui avait autrefois fait craindre les hommes dangereux. Je dois mourir demain soir, puis je dois revenir d'entre les morts. Chapitre 6, la résurrection. Les mains du docteur Martinez tremblaient tandis qu'elle préparait le cocktail de médicaments que Vincent avait demandé. C'est de la folie, murmura-t-elle. Si on se trompe, même légèrement, tu pourrais mourir. Croyez-moi, répondit Vincent d'une voix apaisée malgré l'ampleur de leur plan. J'ai survécu à des situations pires que ça. Le plan était d'une simplicité élégante. Quand les Hoffman viendraient l'assassiner demain soir, Vincent aurait déjà l'air mort. Une combinaison judicieuse de médicaments ralentirait son rythme cardiaque et sa respiration à des niveaux pratiquement indétectables. Tout en conservant suffisamment de fonctions cérébrales pour qu'il reste conscient et perceptible pour quiconque ne disposant pas d'un équipement de surveillance sophistiqué, il semblait avoir atteint un état stationnaire. Miguel avait déployé son équipe de surveillance dans tout l'hôpital, prêt à tout enregistrer. Tony avait des plans de secours pour protéger Emma une fois l'opération commencée. Et l'inspectrice Crawford se tenait prête, munie de mandats qu'elle ne pourrait exécuter officiellement qu'après avoir obtenu des preuves concrètes de tentative de meurtre. Le timing doit être parfait, expliqua le docteur Martinez en consultant une dernière fois le dossier médical de Vincent. Je peux vous garder sous anesthésie pendant 2 heures maximum. Plus longtemps, il pourrait y avoir des séquelles permanentes. 2 heures, c'est tout ce qu'il me faut, lui assura Vincent. Une fois qu'ils me croiront morte, ils révéleront tout. La culpabilité pousse les gens à avouer, et l'arrogance les pousse à se vanter. Les médicaments commencèrent à faire effet alors que le soleil se couchait à la fenêtre de Vincent. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration devint superficielle et les moniteurs commencèrent à afficher la courbe à tonnes qui allait convaincre sa famille qu'il avait finalement succombé à ses blessures. À 21h47, les alarmes se déclenchèrent. Rebecca arriva quelques minutes plus tard, se trouvant par hasard à la cafétéria de l'hôpital lorsque l'état de Vincent s'aggrava. Sa performance était digne d'un Oscar. Des larmes, des supplications désespérées aux médecins pour qu'ils le sauvent, l'image parfaite d'une épouse dévastée. Mais Vincent, flottant dans un état de conscience proche de la mort, perçut la satisfaction sous ses sanglots. Raymond arriva ensuite, jouant le beau-père en deuil tout en vérifiant secrètement que Vincent était bien parti. Sa formation médicale le rendait plus minutieux que les autres. Mais même lui fut convaincu par la scène soigneusement orchestrée. Patricia arriva la dernière, amenant Emma malgré leur tardive. Je voulais lui dire au revoir, expliqua-t-elle au docteur Martinez, qui joua son rôle à la perfection, l'air compatissant pendant que les caméras cachées filmaient tout. Papa. La voix d'Emma était faible et brisée lorsqu'elle s'approcha du lit. Papa, s'il te plaît, ne meurs pas. J'ai besoin que tu reviennes. À travers son état de confusion, Vincent sentit les larmes de sa fille couler sur sa main. L'envie de la réconforter était irrésistible, mais il se força à rester immobile. C'était pour elle, pour la protéger des monstres qui se faisaient passer pour sa famille. Il est parti, ma chérie, dit Rebecca, sa voix oscillant entre chagrin et soulagement. Papa était très malade, et maintenant il est en paix. Mais je l'ai senti serrer ma main hier, protesta Emma. Il essayait de me dire quelque chose.
C'était juste ton imagination, dit Patricia fermement. Parfois, quand on aime profondément quelqu'un, on imagine des choses qui n'existent pas, tandis que la famille se rassemblait autour de son corps, Vincent écoutait leurs véritables sentiments émerger. Et maintenant, demanda Rebecca doucement, pensant qu'Emma ne pouvait pas l'entendre. Maintenant, on attend que l'assurance vie verse, répondit Patricia. 2 millions de dollars plus les entreprises, tu seras paré pour la vie, et Emma s'adaptera. Les enfants sont résilients. Mais Emma ne s'adaptait pas. Vincent entendait ses sanglots discrets, sentait sa petite main tenir la sienne avec un espoir désespéré. Sa fille savait, avec l'intuition propre aux enfants, que quelque chose clochait dans ce tableau. « Maman » murmura Emma. « Pourquoi ? Tu n'as pas l'air triste ? À la mort de grand-père Torres, tu as pleuré pendant des jours. Mais maintenant, tu sembles différent. » Le silence qui a suivi était révélateur. Rebecca cherchait une réponse qui satisfasse la logique d'une enfant de 6 ans sans trop en révéler. « Je suis triste intérieurement, ma belle » a-t-elle finalement dit. Parfois, les adultes expriment leur tristesse différemment. Mais grand-mère pas de souris. Emma observait avec une honnêteté bouleversante. Et grand-père continue de regarder sa montre comme s'il voulait partir. Vincent a presque souri malgré tout. Sa fille était vive, plus vive que les Hoffman ne le pensaient. Elle percevait leur performance, même si le personnel de l'hôpital y croyait complètement. À mesure que la nuit avançait, la famille commença à baisser la garde. Ils parlaient plus librement, persuadés que Vincent était bel et bien parti et qu'Emma était trop jeune pour comprendre la signification de ce qu'elle entendait. L'avocat s'occupera des procédures de succession, a dit Raymond à Rebecca. Avec les documents de procuration que nous avions préparés, tout devrait être simple. Qu'en est-il de l'enquête policière sur l'accident ? Rebecca a demandé, l'agent Kelly a déjà déposé son rapport. Patricia la rassura. Vincent était clairement instable, probablement suicidaire. L'accident sera considéré comme tel, ce qui est d'ailleurs plus avantageux pour l'assurance que s'il s'avérait que nous en soyons responsables. Le sang de Vincent aurait bouilli s'il n'était pas déjà sous traitement. Ils avaient tout prévu, sauf un. À 23h30 précise, le docteur Martinez fit son annonce. « Je suis désolé, mais je dois demander à la famille de sortir pendant que nous préparons Monsieur Torres pour la morgue. C'est le protocole de l'hôpital. » Alors qu'il sortait, Emma se dégagea de la main de Rebecca et courut au chevet de Vincent. « Je t'aime, papa » murmura-t-elle en pressant son visage contre son oreille. « Et je sais que tu m'aimes aussi. Peu importe ce qu'ils disent. Tu n'es pas vraiment parti. Tu vas revenir et me sauver, n'est-ce pas ?» Elle l'embrassa doucement sur le front. Et à cet instant, Vincent sut que tout ce qu'il allait faire en valait la peine. Sa fille croyait en lui, même quand le reste du monde le croyait mort. Dès que la famille fut hors de portée de voix, le docteur Martinez commença à administrer les médicaments d'inversion. Le rythme cardiaque de Vincent revint lentement à la normale. Sa respiration s'accéléra et il reprit pleinement conscience. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle avec anxiété. « Comme si j'étais mort » répondit Vincent d'une voix rauque. « Mais bien vivant. On a tout compris ?» La voix de Miguel résonna dans le dispositif de communication caché. Chaque mot, chaque expression, chaque indice. On les a eus, Vincent. Meurtre, complot, assurance, fraude, mise en danger d'enfants. Assez pour les enfermer pendant des décennies. Bien, dit Vincent en se redressant lentement, la sensation lui revenant aux oubliettes. Mais la prison, c'est trop facile. Ils essaient de détruire ma famille, d'empoisonner ma fille contre moi et de voler tout ce que j'ai construit. Ils voulaient effacer Vincent Torres de l'existence. Il regarda le docteur Martinez avec des yeux qui ne portaient plus aucune trace du patient blessé et impuissant qu'elle soignait. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble Vincent Torres lorsqu'il cesse de faire le mort. L'ancien Vincent, celui qui avait appris que parfois la seule justice possible était celle qu'on se rendait soi-même, était pleinement réveillé. Et les Hoffman allaient découvrir que certaines personnes étaient bien plus dangereuses après qu'on ait tenté de les tuer. Chapitre 7. Ressuscité. La mort de Vincent déclencha une vague d'activité chez les Hoffman, que le réseau de surveillance de Miguel capta avec une précision dévastatrice. Quelques heures après avoir quitté l'hôpital, il se partageait déjà ses biens comme des vautours sur un cadavre. Depuis sa position cachée dans le bureau du docteur Martinez, Vincent regardait les images avec Tony et Miguel.
Les trois hommes s'étaient retrouvés pour la première fois depuis 20 ans, réunis par une trahison qui exigeait le respect des anciennes règles. « Regarde-moi ça », murmura Tony en regardant Patricia et Raymond fêter ça avec du champagne hors de prix dans leur salon. Ils ne faisaient même pas semblant de pleurer. Sur un autre écran, Rebecca rencontrait déjà l'avocat de la succession, présentant de faux documents de procuration et un testament. Mystérieusement apparu après la mort de Vincent. Un testament qui lui léguait tout et excluait spécifiquement ses frères de son ancienne équipe. Les seuls qui auraient pu le contester. Mais la vidéo la plus accablante provenait de la chambre d'Emma, où Rebecca pensait avoir une conversation privée avec sa fille. « Maman, quand est l'enterrement de papa ?» demanda Emma en serrant contre elle l'ours en peluche que Vincent lui avait offert pour son dernier anniversaire. « Bientôt, ma chérie, mais il faut que tu comprennes une chose importante. Papa n'était pas l'homme qu'on croyait. Il était dérangé mentalement, et il lui arrivait de faire des bêtises. »« Ce n'est pas vrai, Emma. » protesta. « Papa n'a jamais fait de mauvaises choses. Il était gentil avec moi. » Le masque de Rebecca s'est effondré un instant, révélant une frustration froide. « Emma, tu es trop jeune pour comprendre. Les adultes savent des choses que les enfants ignorent. Papa était dangereux, et il vaut mieux qu'il soit parti. » Les mains de Vincent se crispèrent tandis qu'il regardait sa femme empoisonner systématiquement les souvenirs de sa fille. « Mais Emma, béni soit son petit cœur courageux, n'y croyez pas, tu mens, » dit Emma avec l'honnêteté dévastatrice de l'enfance. « Je ne pense pas que papa soit vraiment mort. Je crois qu'il va revenir. » Le visage de Rebecca devint blanc. « Que veux-tu dire ? » Bien sûr qu'il est mort. Tu l'as vu à l'hôpital. Les morts ne se serrent pas la main, répondit simplement Emma. Et les morts ne font pas de rêves. J'ai rêvé de papa la nuit dernière, et il m'a dit d'être courageuse parce qu'il allait tout arranger. Le silence qui suivit fut électrique. Rebecca fixa sa fille avec une sorte de peur, comme si l'intuition de l'enfant pouvait ressusciter Vincent par sa seule volonté. Les rêves ne sont pas réels, Emma, dit finalement Rebecca. Papa est parti. Et tu dois l'accepter. Non, dit Emma avec un calme défi. Papa tient toujours ses promesses, et il a promis de me protéger. Voir le courage de sa fille donna à Vincent la dernière force de résolution dont il avait besoin. Emma était convaincue qu'il reviendrait la chercher, et il ne la laisserait pas tomber. La phase 1 commence ce soir. Vincent dit à son équipe, Miguel, j'ai besoin que tu organises une livraison très spéciale chez les Hoffman. Tony, tu vas m'aider à rendre visite à l'officier Kelly. Et Dr Martinez, vous allez avoir une conversation très intéressante avec les enquêteurs des assurances. Le plan élaboré par Vincent était d'une précision chirurgicale et d'une portée dévastatrice. Il ne se contenterait pas de démasquer les Hoffman. Il détruirait systématiquement tous les aspects de leur vie tout en leur faisant comprendre exactement ce qu'ils avaient réveillé. À 2 heures du matin, l'agent Kelly quittait un bar où il célébrait sa dernière récompense lorsqu'il trouva Vincent Torres qui l'attendait près de sa voiture de patrouille. Le visage du policier corrompu devint blanc, le regard fixé sur un homme mort. « Impossible », balbutia Kelly, la main tendue instinctivement vers son arme. « Je ne le ferai pas », dit Vincent calmement, et quelque chose dans sa voix figea la main de Kelly. « Vous allez écouter très attentivement ce que j'ai à dire. » Vincent avait appris depuis longtemps que l'intimidation la plus efficace ne venait pas des menaces, mais de la certitude absolue des conséquences. Il parla doucement, d'un ton neutre, expliquant précisément ce qui adviendrait de la carrière de Kelly, de sa retraite, de ça la sécurité de sa famille et son bien-être physique serait compromis s'il ne corrigeait pas immédiatement tous les faux rapports qu'il avait déposés sur Vincent. « Mais ils ont dit que tu étais mort, » murmura Kelly. « Est-ce que j'ai l'air mort à tes yeux ?» demanda Vincent en s'approchant. « Je suis au courant des pots de vin Hoffman, Daniel. Je suis au courant de tous les rapports douteux que tu as déposés ces 5 dernières années. Demain matin, tu vas appeler l'inspecteur Crawford et tout avouer, ou je vais m'assurer que ta femme soit au courant de tes dettes de jeu et de ta petite amie à Aurora. » Le visage de Kelly se décomposa. La corruption confiante s'évapora, ne laissant qu'un homme effrayé qui avait fait de mauvais choix. « Que veux-tu que je fasse ? » « Exactement ce que je te dis. Et si tu songes ne serait-ce qu'à prévenir les Hoffman. » Le sourire de Vincent était glacial. « Disons que je connais des gens qui font disparaître les problèmes à jamais. » Pendant que Vincent s'occupait de Kelly, Miguel mettait en œuvre sa propre partie du plan.
La livraison spéciale à la maison Hoffman comprenait un panier cadeau avec un ajout inhabituel, du matériel de surveillance haut de gamme déguisé en objet ménager inoffensif, un cadre photo avec caméra cachée, une horloge avec enregistrement audio et un pot de fleurs décoratif capable de surveiller toutes les communications électroniques de la maison. Mais surtout, le panier cadeau était accompagné d'une carte de votre gendre adoré. À bientôt, Vincent. Patricia trouva le panier sur le pas de leur porte le lendemain matin et appela immédiatement Rebecca, paniquée. C'est impossible. La voix de Rebecca tremblait dans l'appel enregistré. Il est mort. Nous l'avons vu mourir. Alors, expliquez-nous la carte. Ma phrase, cria Patricia. Expliquez-nous comment un homme mort nous a envoyé un panier cadeau. Il doit y avoir une erreur. Peut-être que le livreur a mélangé les commandes. Mais le doute s'insinuait dans leur voix, et le doute était le premier pas vers la destruction psychologique totale que Vincent avait planifiée. Pendant ce temps, le docteur Martinez discutait avec les enquêteurs des assurances. Une conversation révéla la présence de kétamine dans l'organisme de Vincent, le moment suspect de l'accident et le comportement inhabituel de sa famille après sa mort supposée. « Je ne dis pas que c'était un meurtre », dit-elle aux enquêteurs avec une réticence soigneusement maîtrisée. Mais en tant que professionnel de la santé, je n'ai jamais vu une famille réagir de cette façon à un décès. D'habitude, il y a plus de chagrin et moins de planification financière. À midi, le plan parfait des Hoffman commençait à s'effondrer. La compagnie d'assurance avait gelé le versement de l'assurance vie en attendant l'enquête. L'agent Kelly avait avoué à l'inspecteur Crawford, désormais muni de mandat de perquisition. Et quelque part à Denver, un homme qu'ils pensaient avoir tué détruisait méthodiquement tout ce qu'ils avaient construit. Mais Vincent ne faisait que commencer. Il avait passé des années à apprendre que les attaques les plus dévastatrices ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les Hoffman avaient compté sur sa mort pour couvrir leurs crimes. Ils étaient sur le point d'apprendre que la résurrection avait un prix. Et Vincent Torres recouvra l'intégralité de ses dettes. Chapitre 8, le jugement dernier. La guerre psychologique a commencé à 3h17 précise, lorsque tous les appareils électroniques de la maison Hoffman se sont activés simultanément. Les télévisions se sont allumées toutes seules. Les radios ont commencé à émettre des parasites, et le téléphone de Patricia a commencé à appeler des numéros aléatoires de sa liste de contacts. L'œuvre de Miguel était subtile mais terrifiante. Le genre de hantise technologique qui pousse les gens à s'interroger sur leur propre santé mentale. Mais le véritable message est arrivé lorsque tous les écrans de la maison ont affiché la même image. Une photo de Vincent, bien vivant, prise quelques heures plus tôt, avec un horodatage prouvant qu'il avait survécu à sa propre mort. Les hurlements de la caméra de surveillance ont été immédiats et satisfaisants. « Ça n'arrivera pas », a hurlé Rebecca, frénétiquement, en essayant d'éteindre les appareils qui ne répondaient à aucune commande. Les morts n'envoient pas de photos. Raymond, dont la formation médicale le rendait plus analytique même en cas de panique, fixait l'image avec une horreur croissante. C'est impossible. J'ai vérifié son pouls moi-même. Il était mort. Enfin, il ne l'est pas maintenant. Patricia hurla en lançant un vase en cristal sur la télévision. L'écran se brisa, mais le visage de Vincent resta visible à travers la toile d'araignée fissurée, souriant d'une satisfaction prédatrice. Emma, réveillée par le chaos, apparut dans l'embrasure de la porte en se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde crie ? » « Retourne te coucher », s'exclama Rebecca. Mais Emma avait déjà vu le visage de son père sur l'écran brisé. « Papa », halta-t-elle en frappant des mains. « Je t'avais dit qu'il n'était pas vraiment mort. Je t'avais dit qu'il allait revenir. » L'expression de pure joie sur le visage de sa fille, malgré le flou de la vidéo de surveillance, fit mal au cœur de Vincent, mais elle renforça aussi sa détermination pour la suite. Deuxième étape, dit-il à Miguel via leur ligne de communication, il est temps pour eux de comprendre que la mort était la solution de facilité. Ce qui suivit fut un véritable cours magistral de manipulation psychologique. Durant les 72 heures suivantes, Vincent démantela systématiquement la vie des Hoffman, pièce par pièce, gardant toujours une longueur d'avance, leur faisant sentir sa présence sans révéler où ils se trouvaient. Leurs comptes bancaires furent gelés lorsque l'enquête de l'inspecteur Crawford révéla des transactions financières suspectes. L'avocat spécialisé en droit successoral qui les avait aidés à falsifier des documents fut arrêté lorsque Tony apporta la preuve de sa fraude. L'épouse du juge Morrison découvrit, grâce à une information anonyme,
que son club de lecture avait été utilisé pour répandre des mensonges malveillants et que son indignation avait conduit Patricia à être exclue des cercles sociaux de Denver. Mais le coup le plus dur fut porté lorsque Rebecca découvrit que les décès de son précédent mari faisaient l'objet d'une nouvelle enquête. Vincent avait fourni aux autorités tout ce que Tony avait découvert sur Michael Brennan et Thomas Reed. Les meurtres parfaits ne l'étaient plus, et la vie soigneusement construite de Rebecca, veuve endeuillée, se révéla être un schéma de meurtre calculé. Comment y parvenait-il? Rebecca chuchota à ses parents au cours d'une de leurs conversations de plus en plus désespérées. Comment c'est-il pour Michael et Thomas? Peu importe comment, répondit Raymond d'un ton sombre. L'important est de l'arrêter avant qu'il ne nous détruise complètement. À comment arrêter un homme mort? Demanda Patricia, la voix brisée par la tension. Ils ignoraient que Vincent écoutait chacun de leurs mots, observait chacun de leurs mouvements, anticipait chacun de leurs plans désespérés. Le réseau de surveillance installé par Miguel était si complet que Vincent savait ce qu'ils pensaient presque avant eux. Le tournant survint lorsque Rebecca, poussée par le désespoir et la peur, prit la pire décision possible. « Nous devons utiliser Emma », dit-elle à ses parents au cours de ce qu'elle croyait être une conversation privée. « Si Vincent est vraiment vivant, sa fille reste sa faiblesse. Nous capturons Emma, quittons l'État et le forçons à venir à nous selon nos conditions. » Le sang de Vincent se glaça en les écoutant planifier l'enlèvement de sa fille. La guerre psychologique était terminée. Il était temps d'obtenir une justice qui ne nécessitait ni tribunaux ni loi. « Tony Miguel », dit-il doucement dans son appareil de communication. « Il est temps. » Cette nuit-là, alors que les Hoffman s'apprêtaient à fuir avec Emma, ils découvrirent que leur voie de fuite était systématiquement bloquée. Leur voiture refusait de démarrer. Miguel les avait neutralisés à distance. L'aéroport était marqué d'un drapeau pour interrogatoire. L'influence de l'inspecteur Crawford. La gare routière était surveillée. L'équipe de surveillance de Tony. Ils étaient coincés chez eux avec une fillette de 6 ans et la certitude grandissante que Vincent Torres allait les chercher. La porte d'entrée s'ouvrit à minuit pile. Vincent entra chez les Hoffman tel un ange vengeur. Ne cherchant plus à dissimuler sa résurrection, il avait troqué sa blouse d'hôpital contre des vêtements noirs qui le faisaient ressembler à une ombre humanisée. Derrière lui, Tony et Miguel, leurs visages s'assombrirent. « Bonjour la famille », dit Vincent d'un ton aimable, comme s'il revenait d'un voyage d'affaires plutôt que de ressusciter. « Je crois que nous avons des choses à discuter. » Patricia s'évanouit aussitôt. Raymond s'adossa au mur, son esprit médical essayant de comprendre comment un homme qu'il avait personnellement déclaré mort se tenait dans son salon. Rebecca serra Emma contre elle, protectrice, sans savoir si elle protégeait l'enfant ou si elle l'utilisait comme bouclier. « Papa », Emma se libéra et courut vers Vincent, qui la prit dans ses bras avec une infinie douceur. « Bonjour, ma chérie », dit-il doucement, sa voix chaleureuse et aimante malgré la rage glaciale qui brillait dans ses yeux lorsqu'il regardait les autres. « Je t'ai manqué ? Je savais que tu n'étais pas vraiment mort, » murmura Emma en le serrant fort contre lui. « Je savais que tu reviendrais me chercher. »« J'ai promis de toujours te protéger », répondit Vincent en l'embrassant sur le front. « Et je tiens toujours mes promesses. » Il regarda Rebecca par-dessus la tête d'Emma, et elle recula physiquement devant la fureur glaciale qui se lisait dans son expression. « Allons, » dit Vincent sur le ton de la conversation, « on parle de tentative de meurtre, de fraude à l'assurance, de mise en danger d'enfants et d'enlèvement, ou préférez-vous commencer par le meurtre en série ? » Le règlement de compte avait commencé, et pour les Hoffman, la mort aurait été une grâce. Chapitre 9, Justice ultime. Vincent fit asseoir Emma avec douceur et fit signe à Tony de l'emmener à la cuisine. « Oncle Tony va te préparer un chocolat chaud pendant que papa parle à maman, grand-mère et grand-père. »« D'accord. » Emma hocha la tête, comprenant avec l'intuition d'une enfant que des affaires d'adulte allaient se jouer. Tandis que Tony l'emmenait, l'attitude de Vincent passa du paiement à quelque chose de bien plus dangereux. « Asseyez-vous », ordonna-t-il, et les trois Hoffman s'effondrèrent sur des chaises comme des marionnettes au fils coupé. « Vincent », commença Rebecca d'une voix tremblante. « Je peux t'expliquer. »« Tu peux te taire », interrompit Vincent d'un ton doux, mais empreint d'une autorité absolue. « Tu as assez parlé. 3 maris, à mon avis. » Il déambule lentement dans le salon, sa présence imposante. « Laisse-moi te dire ce qui va se passer. L'inspecteur Crawford est dehors avec des mandats d'arrêt contre vous 3. Fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre et mise en danger d'enfants pour commencer, mais ce n'est que la loi. » Vincent s'arrêta devant Raymond,
observant l'homme brisé qui avait contribué à planifier son meurtre. Tu vas perdre ta licence de consultant médical, Raymond. J'ai déjà fourni des preuves de ta distribution illégale de drogue au Conseil d'État. Ton assurance responsabilité civile te lâche demain, et tous les cabinets d'avocats du Colorado sauront que tu es toxique. Le visage de Raymond se décomposa tandis que ses dernières relations professionnelles s'évaporaient. Patricia Vincent poursuivit en se tournant vers sa belle-mère. Ton entourage est déjà au courant de tes mensonges et de tes manipulations. Mais ce n'est que le début. Le fisc a reçu un tuyau intéressant concernant des revenus non déclarés provenant de la liquidation de l'entreprise de mon prédécesseur. Tu passeras le temps que tu ne purgeras pas en prison à te battre contre des accusations de fraude fiscale. Patricia tenta de parler, mais la main levée de Vincent la fit taire. Rebecca, dit-il finalement, sa voix se réduisant à un murmure plus terrifiant que n'importe quel cri. Tu es en prison depuis très longtemps. Les autorités rouvrent les dossiers de Michael et Thomas grâce aux preuves que j'ai fournies. 3 maris morts dans des circonstances suspectes, s'attend à établir un schéma. Mais Emma, commença Rebecca avec désespoir. Emma ne te reverra plus jamais. Vincent l'interrompit. J'ai tous les documents de garde préparés par des avocats qui ont réussi l'examen du barreau. Elle grandira en sachant que sa mère était une tueuse qui a tenté de détruire notre famille. La défaite à leurs yeux était totale, mais Vincent n'en avait pas fini. Cependant, poursuivit-il, la prison est une punition civilisée, et ce que tu as fait à ma famille ne l'était pas. Miguel apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une tablette sur laquelle figuraient les relevés financiers. C'est fait, annonça-t-il. Tous les comptes, tous les actifs, tous les investissements, tout a été saisi par les autorités fédérales comme produit d'activité criminelle. Vincent sourit froidement. Tu veux mon argent? Tu ne verras jamais un centime. Chaque dollar que tu pensais avoir volé va à un fonds fiduciaire pour l'éducation et la thérapie d'Emma. Elle aura besoin d'aide pour se remettre de ce que tu lui as fait. Tu ne peux pas faire ça, murmura Raymond. Tu n'es pas la loi. Non, acquiesça Vincent. Je suis bien pire. Je suis un père qui protège son enfant de monstres qui ont pris des airs de famille. Le bruit des sirènes se rapprochait tandis que l'équipe de l'inspecteur Crawford encerclait la maison. Vincent Rebecca implora une dernière fois. Emma a besoin de sa mère. Tu ne peux pas me l'enlever. Vincent étudia le visage de sa femme. Le visage qu'il aimait autrefois, maintenant révélé comme un masque cachant un prédateur. Emma avait besoin d'une mère. Au lieu de ça, elle t'a eu. Mais ne t'inquiète pas, elle aura quelqu'un qui l'aime vraiment. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Maria, c'est Vincent. Oui, je suis vivant. Longue histoire. Je dois venir à Denver immédiatement. Emma a besoin de toi. Maria Castellano, la sœur de Tony et une puéricultrice, devenue proche d'Emma au fil des ans, avait déjà accepté de l'aider à élever l'enfant. Contrairement à Rebecca, Maria comprenait qu'aimer signifiait protection, et non exploitation. Alors que la police envahissait la maison, Vincent s'agenouilla à hauteur d'Emma dans la cuisine. Ma chérie, maman doit s'absenter un moment. Elle a fait de très mauvaises choses, et elle doit apprendre à s'améliorer. Emma hocha la tête solennellement. Ça va aller, papa? Tu as l'air différent. Le cœur de Vincent se serra. Sa fille était si perspicace, percevant les changements en lui que les autres ne remarquaient pas. Il était différent. Plus dur, plus froid, plus dangereux. Mais jamais envers elle. Je vais bien, lui assura-t-il. Et toi aussi. Amaria viendra prendre soin de toi, et nous aurons une belle vie ensemble. Sans maman, Vincent pesait ses mots avec soin. Maman a fait des choix qui ont blessé notre famille. Parfois, quand on nous fait du mal, il faut se protéger en restant loin d'eux. Emma considérait cela avec la gravité d'un enfant beaucoup plus âgé. Comme quand Tommy à l'école était méchante avec moi et tu as dit que je n'avais plus à jouer avec lui. Exactement comme ça. Vincent a confirmé. Parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont celles qui nous blessent le pire. Mais cela ne signifie pas que tout le monde nous fera du mal. Alors que Rebecca, Patricia et Raymond étaient menottés, Rebecca a crié une dernière fois. Emma, maman vous aime. Emma a regardé sa mère arrêtée, puis de retour à Vincent. Si elle m'aimait, pourquoi as-tu essayé de te blesser? La question a révélé une sagesse au-delà de ses années. Née du traumatisme, mais tempérée par l'amour de son père.
Certaines personnes ne savent pas aimer correctement, a expliqué Vincent. Mais vous apprendrez la bonne façon. Je promets. 6 mois plus tard, Vincent se tenait dans sa boutique automobile reconstruite, en regardant Emma jouer avec une voiture de jouet tandis que Maria l'a aidé à faire ses devoirs. Les Hoffman étaient partis. Rebecca a été reconnue coupable de 3 chefs de meurtre et condamnée à perpétuité sans libération conditionnelle. Patricia et Raymond servent du temps fédéral pour complot et fraude. L'officier Kelly avait témoigné contre tous en échange d'une phrase réduite, bien qu'il ne travaille plus jamais dans l'application des lois. Les réseaux corrompus qu'ils avaient utilisés pour attaquer Vincent ont été systématiquement exposés et démantelés. Tony est entré dans le magasin avec du café et portant la satisfaction d'un travail bien fait. Le dernier des appels a été refusé, a-t-il rapporté. L'avocat de Rebecca a tenté de réclamer un avocat inefficace, mais le juge ne l'achète pas. Bon, répondit simplement Vincent. Il ne ressentait aucune joie dans leur destruction, seulement la satisfaction froide de la justice asservie. Des regrets? Demanda Tony, étudiant le visage de son vieil ami. Vincent a regardé Emma, qui montrait à Maria un dessin qu'elle avait fait de leur nouvelle famille. Vincent elle-même, Maria, est manifestement absent des personnalités qui avaient déjà été étiquetées maman, grand-mère Pat et grand-père Ray. Non, dit enfin Vincent. Ils ont choisi de déclarer la guerre à ma famille. Je viens de terminer ce qu'ils ont commencé. Emma leva les yeux de son dessin et lui sourit. Le même sourire brillant et confiant qu'elle avait toujours eu, non marqué par le traumatisme que sa famille de sa mère avait essayé d'infliger. Papa, regarde. Je nous ai dessinés au parc. Vincent s'est agenouillé pour examiner l'œuvre d'art, son cœur plein malgré tout ce qu'ils avaient enduré. C'est beau, ma chérie, tout comme notre vie va l'être. Alors que la soirée tombait sur Denver, Vincent Torres, survivante, père et protecteur, a aidé sa fille à emballer ses jouets. Le vieux Vincent, le dangereux, était toujours là sous la surface, prêt à émerger si quelqu'un menaçait à nouveau sa famille. Mais pour l'instant, dans la sécurité qu'ils ont construite à partir des cendres de trahison, il pourrait simplement être ce dont Emma avait le plus besoin. Un père qui a tenu ses promesses et n'a jamais laissé les monstres gagner. La trahison parfaite avait rencontré son match parfait. Et la justice, bien que retardée, était enfin rentrée à la maison.